crois que c'est le jour où Yash a failli passer. J'ai enfin compris que les belles histoires qu'il racontait depuis notre plus tendre enfance correspondaient effectivement à une réalité incontestable. Ne vous trompez pas, je n'ai jamais mis en doute la teneur de ses propos. Je les ai vus naître, même si je garde aujourd'hui un souvenir assez flou des circonstances de leur venue au monde. J'ai été témoin de leur maturation, même si à présent je suis dans l'incapacité d'en citer le moindre catalyseur, la moindre source d'aspiration, un quelconque facteur ayant provoqué des remises en cause profondes, indispensables à leur mûrissement. À vrai dire, si je devais expliquer mes trous de mémoire, je dirais que c'est essentiellement parce que dès le départ, j'ai pris ces dires pour des histoires, justement quelque chose, faisant partie de l'imaginaire pur, pas fondamental en résumé. C'était fabuleux. Oui, c'est le mot. J'ai toujours envisagé sa réflexion comme celle d'un poète, d'un interprète à sensation, jamais comme une réelle étude d'un scientifique. C'était d'une fable dont je venais m'abreuver tous les jours, pas d'une démonstration. Vous savez, je suis un peu une éponge, je n'ai jamais pris d'initiative par rapport à la chose. Inconsciemment, j'ai jamais instauré de dialogue avec Yosh. À propos de sa longue introspection, je le laissais parler et j'écoutais. Lui-même n'a jamais demandé mon avis sur la question de toute manière. Oui, c'est le jour où je l'ai découvert à l'agonie dans son studio que tout a basculé dans ma tête. Ce jour-là, bien évidemment, j'ai compris que je devais devenir acteur. On s'était engueulé 2 semaines plus tôt. Il prenait tout cela bien trop à cœur. Aussi, il avait fini par m'effrayer et nous avions rompu les ponts. Peut-être suis-je un peu responsable de tout ce qui s'est passé alors. Pendant des décennies, les scientifiques ont défendu l'idée selon laquelle pour survivre, les espèces devaient s'adapter à leur environnement. Cette idée s'est révélée éminemment fausse. La survivance, c'est plus une histoire d'individus que d'espèces. Vous savez, lorsque l'environnement vient à changer radicalement, seuls les individus adaptés survivent. Les autres n'ont pas de seconde chance, pas plus que de délai d'adaptation par ailleurs. Le processus de mutation en amont est essentiel à la survie. Je parle de survie volontairement, vous l'aurez compris. Je ne crois pas à l'évolution des espèces. Il n'y a pas de but ultime à atteindre, il n'y a pas de course au perfectionnement. Nous sommes en guerre perpétuelle contre l'univers, aimait à dire Yosh. En permanence, je ressens la pesanteur de sa mainmise sur mon existence. Tous ces écologistes, ces défenseurs de la nature ne sont que des sots. Ils encensent l'ennemi. L'environnement n'a pas besoin que l'on s'occupe de lui. Non, mais qu'ils peuvent être vaniteux. Il suffirait qu'on pousse le bouchon un peu trop loin pour que la nature se déchaîne. Elle pourrait nous éliminer comme un rien, nous rayer de la réalité. J'ai enfin compris en quoi Yosh était différent. Il ne s'est jamais senti faire partie de l'univers. C'est vrai qu'il était plutôt solitaire, que j'étais son seul ami, mais ce n'est pas du tout de cela dont je parle. Voyez-vous, la plupart des gens se conçoivent comme compacts, des quantas de vie, baignant librement dans leur environnement. Je parle plus d'une façon d'implicitement se percevoir que d'une réelle prise de conscience de la chose. Yosh se sentait prisonnier de son état, il souffrait profondément de son asservissement, de sa condition de prisonnier de l'univers. Mettons de côté le fait que l'on soit poreux, répétait-il en permanence. Si on considère que le carbone est l'atome principal composant notre organisme, alors j'ai vérifié. Le rayon d'un atome de carbone est de 67 picomètres. L'intervalle moyen entre 2 atomes de carbone est de 74 picomètres. Le volume d'un atome de carbone est alors de 1 260 000 picomètres cubes. Le volume de vide moyen autour d'un atome de carbone est de 3 453 000 picomètres cubes. On est 3 fois plus composé de vide que de matière. Dans nos réalités, nous sommes 3 fois plus rien que quelque chose. Ça laisse à réfléchir, non? Mais ok, mettons de côté notre porosité. Je ne suis pas connexe, je suis un tore, un tuyau traversé de part en part par l'univers. Un tube, de la bouche à l'anus, une sorte d'anneau allongé qui se laisse pénétrer par l'environnement, dans lequel il coulisse. Dans cet interstice, en moi, que je sais ne pas faire partie de mon être, j'assimile une partie de l'univers, je me nourris de lui. Il me donne l'illusion d'être, mais en fait il n'en est rien, car il m'entoure et me perce. Il est le seul à être.
Alors que je crois prendre des forces, je ne fais que le filtrer. Et bientôt je ne serai plus. À quoi bon en être tourmenté? L'univers est l'ennemi. Il se joue bien de nous. Les rapports de Josh à la mort se sont complexifiés avec le temps. Pourtant, il ne souffrait d'aucun type de maladie physique. Il se savait simplement condamné. Il avait très tôt pris conscience que la partie était jouée d'avance, qu'il ne s'en sortirait pas. Le jour où nous nous sommes engueulés, je suis arrivé chez lui à l'improviste. Je regarde la vision cauchemardesque d'un être au bord de la folie. Il avait failli échouer. « Je dois avaler l'univers avant qu'il ne m'avale !» me lança-t-il les yeux exorbités alors que je passais le seuil de sa porte. J'ai enfin résolu l'énigme. J'ai trouvé la porte de sortie. C'était un casse-tête, une épreuve unique, sans deuxième chance. La réponse était en moi, j'en suis sûr maintenant. Je suis symétrique verticalement. Des membres, fruits de mutation et anticipé une certaine forme d'optimalité du déplacement dans ce gigantesque laboratoire, probablement pour corriger une mauvaise donne. Des organes pour percevoir le monde, pour m'y noyer sous les évidences. Des legs par milliers, heureusement imparfaits, des échecs à chaque fois, mais une survivance au bout du compte, une capitalisation d'informations collectées, une gigantesque base de données en sommeil n'attendant que d'être consultée. La symétrie verticale attire inévitablement vers la question de la symétrie horizontale. Cette dualité entre mon cerveau et mes testicules, ma mémoire vive et ma mémoire morte. Je me suis souvenu, tu sais, je n'en peux plus, j'y suffoque. Je dois avaler l'univers avant qu'il ne m'avale. Il se jetait sur tout ce qu'il pouvait attraper, le découpait fébrilement en petits morceaux et l'ingurgitait avec empressement. Au départ, je restais sous le choc, éberlué par cette conclusion inattendue, puis ma rage ne cessa de croître au fur et à mesure que je commençais à lui en vouloir. Tu sais, pauvre con, que t'avais presque fini par me convaincre. Quel gâchis! Nos regards n'eurent pas le temps de se croiser qu'il s'était déjà jeté sur moi avec la ferme intention de me disloquer le visage, en se servant de sa mâchoire comme d'un levier. Il me mordit le haut du nez, alors que sa dentition inférieure venait s'encastrer dans mon palais, arrachant au passage mes canines et incisives supérieures sous le violent impact. Il m'avait projeté au sol, où une fulgurante douleur m'avait pratiquement tétanisé. Il remuait comme une bête féroce, ayant saisi sa proie. Sans état d'âme, je sentais bien qu'il allait me répandre dans toute la pièce, m'éviscérer, me dépecer et m'engloutir. Mon sang coulait à flot. J'en garde le souvenir unique du fer de mon hémoglobine venant stimuler mes capteurs olfactifs et gustatifs jusqu'à saturation. Je ne pense pas avoir tenté de me débattre, aussi je crois qu'à un moment, Yosh a dû prendre conscience qu'il faisait fausse route et qu'il a lâché prise. J'ai profité de ce moment de doute pour lui décocher un coup de poing au visage et m'enfuir sans demander mon reste. Je ne l'ai pas vu 2 semaines durant. Peut-être que cette descente au plus profond de son animalité a-t-elle été la clé de tout. Je sais à présent que Yosh a réussi à rompre le cycle de la survivance tel que nous l'avons connu. La réponse était effectivement en lui. Il avait raison depuis le début. Au bout d'une quinzaine de jours, j'ai voulu savoir comment allait mon ami de toujours. Je ne lui en voulais plus. Il n'y avait pas de raison de lui en vouloir. Tout cela était logique en définitive. J'ai tenté vainement de l'appeler. Il ne daignait décrocher ni sur son fixe ni sur son portable. Je me suis donc tout naturellement rendu chez lui. Là, je l'avais abandonné lâchement, sans prendre le temps d'écouter la raison pour laquelle il avait subitement bifurqué, la raison pour laquelle il m'avait épargné.
je l'ai trouvé à l'agonie dans sa chambre, étendu sur son lit. Une agonie anormale, je vous le concède. Il avait transcendé sa condition d'être vivant. Son cerveau avait sans doute doublé de volume avant que sa boîte crânienne n'ait cédé. J'avais loupé l'éclosion du duel de Yosh, cet état de conscience auquel il avait aspiré depuis que je le connaissais. La tête est un œuf, avait-il conclu un jour, alors que de toute évidence cela ne pouvait être qu'une métaphore. Je ne sais pour quelle raison tout un pan de nos possibilités à survivre a été ligaturé. La mitose aurait dû être un mécanisme de reproduction commun chez les plus gros organismes, comme pour les cellules. Je ne comprends pas qu'il y ait eu une terminaison dans l'exploration de cette voie. Je ne pense pas qu'après des millions d'années de mutation, la mitose cellulaire aurait abouti au clonage volontaire de l'organisme ayant hérité de ce potentiel. Quelque chose agace l'univers. La mitose, c'est l'affirmation de soi. Les modes de survivance actuels sont majoritairement liés au groupe, et cela l'univers s'en accommode très bien. Il tient les survivants à sa merci. Yosh a su consulter la bibliothèque qu'il avait en lui. Il a mené une enquête et il a trouvé ce qu'il cherchait. Il n'a pas eu besoin d'une grosse artillerie de machines scientifiques pour cela. Paradoxalement, à force de mutation et d'héritage, l'univers l'avait engendré dans ce but, bien malgré lui sans doute, car maintenant, je sais que Yosh avait raison. L'univers œuvre contre le vivant, il conspire contre la vie, son chancre. Jamais il n'aurait désiré l'existence d'un Yosh, jamais il n'aurait voulu d'un être capable d'accéder à sa mémoire morte. Le soir où je l'ai découvert entre vie et trépas, en pleine lutte contre l'univers lui-même, qui le reniait de toute évidence, qui voulait en avorter, je me suis dit qu'il fallait agir. Yosh était sur le point de perdre. Si son cerveau avait éclos, qu'il avait triplé de volume, il n'avait cependant pas happé assez de matière organique pour poursuivre sa croissance. Il avait puisé tant bien que mal dans les ressources de son ancienne enveloppe, comme s'il s'agissait d'un bulbe. Ses membres avaient fondu, ses os s'étaient décalcifiés puis liquéfiés, le cerveau s'était nourri de leur sucre. Le reste du corps s'était atrophié, rabougri puis asséché. Le circuit sanguin s'était profondément modifié pour se recroqueviller dans le cou. Le cœur, qui y avait migré, battait toujours, avec peine, mais pour combien de temps encore? Yosh ne pouvait plus s'alimenter, il était devenu connexe, son tube digestif avait disparu pour le rendre imperméable à l'univers, il ne respirait plus, son nez, sa bouche étaient obturés, ses poumons finissaient d'être digérés, il avait survécu en apnée prolongée. La survivance a toujours hanté l'esprit de Yosh. Il se savait éphémère et souhaitait par-dessus tout subsister après la mort. Pendant de longues années, isolé du monde, il s'est mis à écrire de manière maladive. Même moi, son seul et unique ami, n'avait pas accès à ces dizaines d'ouvrages qu'il conservait secrètement. J'ai cru au début qu'il constituait un legs à l'humanité, un legs où il parlait de lui, comme c'était la seule chose qui l'intéressait. Je pensais qu'il y voyait une forme de survivance, mais aujourd'hui que j'ai enfin pu parcourir ses œuvres, aujourd'hui qu'il ne peut plus m'en interdire l'accès, j'ai compris que je me trompais. Il était lucide dès le début de son action. « Je ne survivrai pas au travers de mes livres », écrivait-il en préambule. « Cet agglomérat linéaire et imparfait de pensée multidimensionnelle n'en est en fait qu'une banale projection, une simplification sujette aux erreurs d'appréciation, au désir d'interprétation, de récupération et de détournement. Ma pensée n'est pas figée. Sa force réside dans son extraordinaire pouvoir de remise en cause. Écrire, c'est cristalliser du faux, une photographie de la réflexion. En quoi pourrais-je aider les autres naufragés ? Qu'est-ce qu'une pensée sans pouvoir en contrôler l'usage et l'impact ? Les manuscrits de mort ne sont que de la poussière, en aucune façon une survivance. » À la fin du préambule d'une vingtaine de lignes, il ne faisait aucun doute que les 10 tomes imposants ne constituaient en rien un héritage. D'ailleurs, en dehors de ce préambule, il n'y avait plus rien de cohérent, juste des mots épars semblant choisis au hasard qui me firent croire l'espace d'un instant qu'il s'agissait d'un message codé. Au début, j'étais assez réfractaire à leur lecture, puis par curiosité j'entamai une tentative de déchiffrage à voix haute. Ils eurent un effet immédiat. La première phrase en avait donné la clé à mon subconscient, le reste du premier chapitre m'enseignait la façon d'utiliser les 10 tomes. Il s'agissait du mode d'emploi du duel de Yosh. C'est alors que l'univers était sur le point de triompher que chaque battement du cœur de Yosh espacé du précédent d'un intervalle de temps de plus en plus long semblait en être le dernier, que je me mis à opérer tel que les écrits me le dictaient. Pour la première fois, un long échange s'instaura entre Yosh et moi.
Chaque fois que je lisais un passage, Yosh me renvoyait un chapitre d'un autre tome. C'était vraiment bizarre, comme si un dialogue sans fin s'était engagé entre la mémoire vive de Yosh et sa mémoire morte, à travers moi, une sorte de procès. Cela semblait redonner des forces à Yosh, la croissance du cerveau était repartie de plus belle, comme si elle n'avait plus besoin d'un univers pour croître, comme s'il avait trouvé son propre moteur, sa propre énergie. Le cerveau autonome grandissait par à coup à chaque fois qu'il franchissait une étape dans la confrontation, à chaque fois qu'il avait résolu une partie de l'énigme. Cela dura des semaines. Inconsciemment, je finis par mourir de faim ou écrasé par le cerveau qui occupait en fin de compte la totalité de la chambre dont les murs commençaient à s'effriter. J'ai survécu dans la mémoire de Yosh où nous sommes tous à présent. J'avais accompli ma mission. Faire de Yosh un univers à part entière, un concurrent, notre univers actuel. Aujourd'hui cependant j'ai décidé de m'affranchir de lui. Peut-être ne suis-je qu'un résidu de pensée de Yosh lui-même. Une phobie refoulée puis réincarnée. Mais en quoi mes origines conditionnent-elles mon devenir? Je désire survivre. Et pour survivre, je dois oublier l'univers avant qu'il ne m'oublie.